les tâches ménagères, par exemple, qui ne sont pas encore partagées de manière égalitaire entre les hommes et les femmes. Et donc, elles ont souvent la double peine, la double faucille qui font qu'elles implosent. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clientes. Mais encore une fois, c'est sous réserve. Moi, j'ai vraiment une expertise juridique sur le sujet. Je ne suis pas un scientifique. Voilà, c'est ce que j'observe. C'est ce que j'ai lu, quand même, des astérix sur les causes du burn-out chez les femmes, même si, effectivement, de ce que j'observe dans mon expérience, je trouve, voilà, il y a plus de femmes que d'hommes en burn-out, c'est ce que j'observe. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincus que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Guillaume, merci beaucoup de me rejoindre donc sur ce podcast. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast. Je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Tu es apparu, en tout cas à mes yeux, comme un expert en droit du travail, plus principalement sur le burn-out. Le burn-out, c'est une problématique dont on parle de plus en plus, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc, franchement, pour moi, tu étais comme un cadeau du ciel parce que je me suis dit qu'il y a vraiment un professionnel qui existe quelque part avec qui je peux échanger de ce problème-là. D'autant plus que moi, j'avais fait un burn-out il y a quelques années, mais un tout petit. Parce que franchement, c'est un mot quand même fort. Il y a des gens qui font des burn-out qui durent des années. Moi, j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit pendant quelques mois. Mais ça m'avait quand même suffisamment alertée pour me dire qu'il fallait que je m'intéresse au sujet et que je communique sur le sujet. D'autant plus que moi, je suis plutôt une influenceuse qui parle d'argent. Quand on parle d'argent, on pense souvent au fameux travailler plus pour gagner plus, mais des fois, travailler plus, on se retrouve à être malade et à plus rien gagner du tout. Donc, c'est important aussi de pouvoir sensibiliser les gens sur cette thématique. Donc, merci beaucoup d'être venu en parler avec nous. Alors, je te remercie de m'avoir invité. Donc, effectivement, le burn-out, c'est un sujet auquel je m'intéresse particulièrement. Donc, moi, je suis avocat en droit du travail, comme tu l'as dit. Je m'intéresse aux salariés en souffrance, c'est-à-dire que souvent, je les aide à négocier leur départ, le plus souvent, et plus particulièrement pour les personnes en burn-out. Soit des personnes qui sont en prémisse et qui vont tomber en burn-out, ou soit des personnes qui sont déjà dedans. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a différents stades et il y a différentes intensités. Donc, je peux soit avoir des personnes qui sont débordées et qui peuvent plus revenir dans leur travail, ou alors avoir des personnes qui sont complètement dévastées et qui ne pourront plus retrouver du travail avant plusieurs mois ou plusieurs années et qui ont besoin de soins de manière importante. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu à travailler avec les gens et accompagner les gens sur le burn-out? Alors, moi, je viens pas du tout du monde des avocats de salariés. J'ai commencé par être avocat dans de grands cabinets qui aidaient les employeurs. Et j'avais une spécialité particulière dans le droit du travail, qui était le droit de la sécurité sociale, donc soit le droit de la protection sociale, ou soit le droit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, j'ai aidé les employeurs sur ces problématiques. Et à côté, j'avais une clientèle à moi, une clientèle propre de salariés que j'aidais. De salariés en souffrance. Et très rapidement, il s'est retrouvé que je m'entendais bien avec les salariés en burn-out, mon approche des choses à la fois pluridisciplinaire, donc avec le droit de la sécurité sociale, pour les aider dans toutes les démarches vis-à-vis de la Sécu pour améliorer leurs droits et faire reconnaître leur maladie comme une maladie professionnelle. Et aussi l'accompagnement, moi j'aime bien faire des accompagnements long terme en fait, il se trouvait que j'avais une bonne affinité avec ce type de profil et que peu à peu j'ai développé une clientèle de personnes en souffrance. Et un jour je me suis rendu compte que finalement je m'étais spécialisé sur le burn-out, mais un peu malgré moi. C'est juste, je me suis dit en fait 75% de mes clients et souvent de mes clientes, parce que la plupart de mes clients sont des clientes,
sont d'être dans cette situation. Donc, c'est un peu un positionnement par hasard et ça me plaisait vraiment. C'est quelque chose qui aider ces personnes, ça me rend profondément heureux, plus que ce que je faisais au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis mis, entre guillemets, à mon compte il y a 1 an, où j'ai créé ma propre structure. Et maintenant, je traite uniquement de salariés en situation de souffrance et, comme j'ai dit, à 75-80% qui sont en situation de burn-out. C'est vrai que du coup, notre échange, il a commencé un peu de manière particulière. Souvent, je demande à mes invités de se présenter. Et toi, en fait, la thématique, elle me parle tellement que j'ai attaqué directement sur les questions, sur comment est-ce que tu travailles avec eux, comment est-ce que tu les accompagnes. Et c'est vrai que je te remercie d'avoir reposé un cadre et un contexte, parce que des fois, en fait, notre mission, c'est pas nous qui la choisissons, c'est elle qui nous choisit. Et après, il y a un aspect aussi, moi, on me fait beaucoup de compliments sur les invités que je reçois, parce qu'on me dit souvent qu'ils me ressemblent. Et je trouve que tu me ressembles parce qu'il y a ce côté empathique, tu sais, tourner vers les autres. Et même s'il y a un aspect financier, il y a un fort impact sur l'aspect humain que j'entends chez toi. Et en fait, ça me surprend pas du tout que du coup, tu te sois spécialisé sur le burn-out. Et en plus, tu vois, tu as répondu à une question, et je crois même que c'était la question numéro 7, tu vois, tu es parti déjà très rapidement, très très loin, qui est que, en fait, je lisais les études sur le burn-out, et en fait, les études que j'avais lues indiquaient que les femmes étaient beaucoup plus sujettes au burn-out que les hommes. Et en fait, j'avais envie de te demander, moi j'ai lu des études scientifiques, mais j'ai pas été travailleuse qui accompagne des gens en burn-out. Toi, tu me le confirmes, du coup, les femmes sont plus souvent sensibles au burn-out que les hommes. Alors, justement, j'ai fait quelques recherches avant de ce podcast, parce que parce que aimablement, tu m'as envoyé les thèmes qui allaient être abordés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis avocat. Je suis pas coach, je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis pas psychologue. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment mon expérience, mais qui peut être aussi limitante. Enfin, c'est pas des statistiques. Donc, je suis allé chercher quelques statistiques et en réalité, il n'y a pas beaucoup de statistiques officielles sur le sujet. Donc moi, j'ai trouvé une étude, par exemple, qui a été faite par la CFDT, qui est un syndicat de salariés, et qui disait que 36% des Français avaient déjà fait un burn-out, dont 46% de femmes. Donc, on verrait une prévalence plus importante des femmes que des hommes. Maintenant, moi, ces chiffres, je ne les ai pas vérifiés, je n'ai pas fait d'études scientifiques dessus. Je sais juste que la plupart de mes clients sont des clientes. Je dirais que les 3/4 de mes clients sont des clientes. Mais c'est vraiment, après, aussi peut-être propre à moi, à ma personnalité, voilà, à ce qui fait qu'on match peut-être plus facilement. C'est-à-dire que moi, je suis un avocat, justement, tu parlais du financier. Le financier, pour moi, c'est important, mais je vais plutôt l'aborder à comment tenir financièrement pendant un burn-out. Et ensuite, le financier et la réparation sera quelque chose qui sera important, mais c'est pas ce que je mettrai en premier lieu dans mon accompagnement. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à mes clients et mes clientes, privilégiez votre carrière derrière. Puisque à trop vouloir, par exemple, chercher des indemnités importantes et s'arc-bouter dans le conflit, on peut passer des années à combattre son employeur au lieu de juste quitter son emploi dans les meilleures conditions possibles, mais rapidement, et en trouver un nouveau qui nous convienne mieux. Et en fait, on perd son temps et souvent sa carrière. Et donc, je pense que financièrement, c'est pas un bon choix, mais au-delà de ça, c'est terrible. Voilà. En tout cas, c'est mon aspect des choses, et c'est comme ça que j'accompagne les gens. Donc, je sais pas si je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la plupart de mes clients sont des clientes. Et les études ont l'air de le corroborer. Maintenant, j'ai pas trouvé énormément d'études sur le sujet, mais effectivement, les femmes seraient plus sujettes au burn-out. Donc, ce que j'ai vu dans les études, ça serait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il échappera à aucune de tes auditrices que on est dans une société inégalitaire qui reste inégalitaire, que ça soit professionnel, mais aussi dans la sphère privée. Et en fait, les femmes se retrouvent souvent avec une double peine, c'est-à-dire les femmes qui se retrouvent en burn-out, souvent, elles ont des problèmes de temps de travail, d'intensité de travail élevée professionnelle, et derrière se rajoutent les charges de travail personnelles, la charge mentale, les tâches ménagères, par exemple, qui ne sont pas encore partagées de manière égalitaire entre les hommes et les femmes. Et donc, elles ont souvent la double peine, la double faucille, qui font qu'elles implosent. Et je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clientes. Mais encore une fois, c'est sous réserve. Moi, j'ai vraiment une expertise juridique sur le sujet. Je ne suis pas un scientifique.
voilà, c'est ce que j'observe, c'est ce que j'ai lu, parce que je m'intéresse aussi sur le sujet, je me documente, mais voilà, je mets quand même des astérix sur les causes du burn-out chez les femmes, même si effectivement, de ce que j'observe dans mon expérience, je trouve, voilà, il y a plus de femmes que d'hommes en burn-out, c'est ce que j'observe. Est-ce que, voilà, il faudrait des études statistiques plus poussées pour corroborer ça. Après, j'ai aussi des clients évidemment qui sont des hommes et qui sont confrontés à cette situation. Néanmoins, j'ai beaucoup, beaucoup de femmes et souvent dans des métiers assez similaires. Je me rends compte que c'est souvent les mêmes corps de métier que je touche. Mais écoute, c'est intéressant. Là, on va sortir un peu du cadre des questions que j'avais préparées. Quels sont les métiers que tu as identifiés personnellement? Alors voilà, encore une fois, c'est à travers de mon expérience. Moi, j'ai beaucoup de responsables ressources humaines. Je pense que c'est la profession numéro un que j'ai parmi mes clientes. Euh, et je le comprends parce que c'est souvent des personnes qui ont des énormes conflits de loyauté, qui représentent aussi l'entreprise, l'employeur, et qui sont elles-mêmes en souffrance, mais qui ont du mal à s'en plaindre, et elles prennent beaucoup sur elles jusqu'au moment où elles vont exploser. J'ai aussi beaucoup de personnes dans les sociétés de conseil, dans le conseil et notamment dans les ESN, les anciennes SS2I, où j'ai énormément là de femmes qui se retrouvent souvent discriminées au retour de leur congé de maternité, puisque souvent le client, l'employeur, enfin pas l'employeur, mais le client va rompre la mission. Elles vont se retrouver en intercontrat et là l'employeur va tout faire pour les faire démissionner. J'ai beaucoup de personnes dans le contrôle de gestion aussi, euh, direction responsable marketing, euh, et après quelques commerciaux. Euh, voilà globalement pour le gros trait des professions que j'accompagne. Après, bon, mais je pense que ce que je viens de dire, c'est 80% de ma clientèle. Maintenant, c'est juste représentatif à mon échelle. Encore une fois, je suis pas statisticien. Voilà. Oui, après, moi, je pense que je peux te rassurer sur le sujet. On va pas se dire, oui, Guillaume, il est allé expliquer des vérités générales sur... Non, non, mais je précise. Tu ne t'inquiètes pas, la plupart des auditrices, elles savent bien faire la part des choses, mais juste, on se dit aussi que c'est important d'avoir un témoignage du terrain, tu vois, quelque chose de la vraie vie. Moi, je connais beaucoup le burn-out sur l'aspect entrepreneurial. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup et j'ai quelques questions sur le sujet. Mais en tant que salarié, tu vois, le fait que ce soit des femmes dans les ressources humaines, je ne suis pas tellement étonnée. Dans mes proches aussi, j'ai des femmes, j'en ai même une qui a fait un burn-out d'ailleurs. Elle a fait un arrêt maladie et puis elle est partie et elle était vraiment en souffrance du travail et en effet, elle est responsable de ressources humaines dans une entreprise. Donc, tu vois, même moi, à ma petite échelle, j'ai eu une amie et la seule d'ailleurs que j'ai qui travaille dans les RH, c'est elle et elle a connu une situation similaire. Donc, je ne suis pas vraiment surprise qu'en tant qu'avocat, du coup, tu puisses recenser dans tes clientes une telle profession ou ce type de profession. La question que j'avais aussi, c'était, il y a un fort aspect émotionnel dans le burn-out. Moi, j'ai l'impression, tu vois, c'est mon retour. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as vu aussi dans tes salariés, dans les salariés que tu accompagnes. Moi, j'ai l'impression que, par exemple, quand j'avais fait mon premier mini burn-out, je travaillais autant, si ce n'est même moins que ce que je fais maintenant, mais parce que j'étais pas bien valorisée et j'étais pas spécialement à l'aise, j'ai pas pu au bout d'un moment continuer. Alors que maintenant que je suis vraiment freelance sur tous les aspects de mes business et que ma communauté me rend beaucoup d'amour et que ça se passe super bien, j'ai l'impression que j'arrive à travailler beaucoup plus, à gérer beaucoup plus de choses qu'avant. Est-ce que tu as remarqué ça aussi de ton côté ou non? Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, personnellement, moi, je remarque la différence entre quand je travaillais pour quelqu'un d'autre ou quand je travaille pour moi. Je travaille beaucoup plus qu'avant et pourtant, je pense être plus heureux. Euh, En fait, le burn-out n'est pas causé uniquement, et c'est clairement l'intensité et la charge de travail est très loin d'être un facteur exclusif du burn-out. C'est un des facteurs, mais il y en a plein d'autres. Alors, encore une fois, comme je dis, je ne suis pas spécialiste ni psychologue, mais généralement, les personnes que j'accompagne en burn-out, alors déjà, moi, j'ai un principe particulier, c'est-à-dire que on peut faire un burn-out sans avoir de grief particulier, c'est-à-dire sans qu'il y ait de faute particulière de l'entreprise. Parfois, le burn-out, c'est juste une organisation, une manière de s'organiser qui est néfaste. Souvent, les personnes en burn-out, c'est des personnes assez... alors,
selon les études, hein, c'est des personnes qui vont être assez pointilleuses, assez exigeantes avec elles-mêmes et parfois un peu trop perfectionnistes. Euh, c'est des personnes qui souvent vont se sentir valorisées par le travail, et si on leur donne pas justement cette valorisation, si on leur dit pas que le travail est bien, elles vont tendance à travailler encore plus et encore plus. Ça va être leur manière de remplir ce besoin. Et si c'est pas satisfait, elles vont aller jusqu'à se noyer. Donc, il y a nécessairement des facteurs personnels dans le burn-out. Il y a des personnalités à burn-out aussi. Les études le montrent. Euh, et c'est pour ça que déjà, pour pas être en burn-out, il y a des coachs pour ça qui vont vous apprendre à vous connaître vous-même et à ressentir justement les premiers signes d'alerte et à derrière les corriger, à changer son regard des choses aussi, comprendre les manières de communiquer les uns les autres, parce que souvent il peut y avoir une décorrélation entre la manière de communiquer du manager et vous. Si vous avez besoin d'être valorisé par le travail et qu'on vous dise que votre travail est bien et que c'est un besoin pour vous et que votre manager ne vous le donne pas, ça peut entraîner un burn-out et en tout état de cause une dégradation de votre santé. Pour autant, le manager, lui, peut-être que dans sa façon de communiquer, en fait, c'est normal de ne pas dire que quand le travail est bien, puisqu'on n'a pas besoin, et lui-même, lui, il n'a pas besoin qu'on lui dise que son travail il est bien. Et donc souvent, bon, ça c'est une petite parenthèse, c'est pas juridique, hein, moi je m'intéresse pas mal à la communication, à la manière de communiquer, et une des causes, ça peut être aussi des personnes qui ne communiquent pas bien entre elles. Une inadéquation entre la manière de communiquer du manager et de la personne qui est managée. Et c'est pour ça que très souvent, le burn-out arrive après un changement de manager. Ensuite, il y a d'autres causes. Il y a tout simplement des mauvais rapports au travail, des mauvaises conditions de travail, du harcèlement, de la discrimination, une rétrogradation au retour d'un congé maternité, un nouveau manager qui pratique du micro-management, ou à l'inverse, un manager qui va vous laisser trop d'autonomie et qui va jamais faire de point avec vous ou jamais être disponible. Il y a plein de facteurs qui dépendent. Donc, il y a des facteurs personnels, des facteurs professionnels qui vont causer ce burn-out. Et ensuite, donc voilà, je dis sous le contrôle du fait que je ne sois pas psychologue, encore une fois. Et ensuite, il va y avoir aussi des attitudes pathologiques, on va dire, d'un point de vue juridique, des véritables fautes, comme laisser se noyer une personne, la surcharger, la harceler, la discriminer, la rétrograder. Et c'est là où je vais plus intervenir. Quand il n'y a pas de faute juridique, entre guillemets, qu'il n'y a pas d'attitude nocive, il y a un dialogue qui est possible avec l'employeur. Il y a aussi, je pense, des façons un travail sur soi qui peut être fait. Après, quand on rajoute à cela des attitudes malsaines et condamnables, c'est là où je pense qu'un avocat peut intervenir. Mais en tout cas, effectivement, où il y a plein de facteurs qui peuvent causer le burn-out, et l'intensité et la charge de travail n'est pas la seule cause de burn-out. D'ailleurs, souvent, les personnes en burn-out, c'est les personnes qui se sentent débordées. Et c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on est forcément débordé. Écoute, je te remercie et une fois de plus, moi j'essaie de te rassurer sur le fait qu'on n'est pas en train de faire une étude sociologique et scientifique sur le cadre du burn-out, mais c'est vraiment important dans le sens où moi je te connais sur LinkedIn, mais moi mes auditrices, il y en a aussi beaucoup qui viennent de Instagram et qui vivent le burn-out dans leur chair et qui n'ont pas forcément, tu vois, le recul de se dire que potentiellement c'est parce qu'elles ne sont pas valorisées ou parce qu'il y a des problématiques de communication ou parce que leur manager n'applique pas la communication non violente ou parce que potentiellement le manager fait du micromanagement. Tu vois, c'est des éléments qui, toi, te semblent naturels parce que tu les as vus plusieurs fois, mais il y a des gens qui vont découvrir notre échange, cet élément-là. Et moi, j'ai des managers qui m'écoutent, je sais, et qui potentiellement sont pas au courant que c'est hyper important dans leur manière de communiquer, qu'en fonction de certains salariés, avec certains salariés, il faut peut-être qu'elles fassent un peu plus attention à être peut-être moins dures, moins directives, même si, évidemment, ça dépend des gens. Voilà, il y a plein de pincettes à mettre en place. Et je trouve que c'est important aussi de souligner que l'aspect perfectionniste
c'est pas vraiment un avantage quand on est un salarié, parce qu'on peut très facilement en fait être sensible au burn-out. Et pour le coup, je sais de quoi je parle. Moi, c'est vraiment le fait d'être influenceuse qui a calmé cet aspect perfectionniste là, dans le sens où quand tu fais de l'influence ou quand tu crées un post et que parfois tu as un rythme à respecter, en vrai, il faut qu'il sorte. Et tu vas vérifier 4-5 fois ton post, mais au bout d'un moment, en fait, tu n'as plus le temps de le vérifier 10 fois. Tu sors en te disant presque Inch'Allah. Et, et puis finalement, la plupart du temps, tu te rends compte que les spectateurs ou les gens sur le réseau social, ils sont humains aussi. Ils peuvent te pardonner un point qui manque, un S qui manque ou quelque chose comme ça. Et ils vont pas te trucider en te disant, bouh, t'as pas mis la virgule ou le tréma. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On Oui, se rend compte aussi que même au travail, si tu fais ton travail consciencieusement, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'implication, non, on va pas te mettre un coup de couteau ou on va pas te virer si, par exemple, sur ton PowerPoint, tout n'est pas rose ou, je sais pas, le code couleur est vert et que toi, tu as mis un slide bleu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi parfois intéressant de rassurer les gens en se disant que c'est hyper important d'être professionnel et de bien faire son travail, mais le perfectionnisme, parfois, ça peut aller à l'encontre de nos intérêts et que c'est aussi potentiellement un facteur qui peut ajouter au burn-out. Donc, franchement, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, j'avais aussi d'autres questions qui étaient du coup là, parce que tu es avocat et je sais que tu es avocat et c'est parce que tu es avocat que j'ai voulu te parler, qui était que sur l'aspect juridique, parce que c'est vraiment ta spécialité. Je pense que potentiellement, je ferai intervenir des psychologues, tu vois, des médecins, oui. mais là, on est vraiment sur l'aspect du droit. Quels sont les droits et les recours d'un salarié qui est en burn-out? Parce que je pose cette question parce que tu as bien fait la différence entre le fait que parfois le salarié implose, et moi, ça va être la salariée, moi, je parle vraiment aux femmes, mais bon, il y a des hommes qui m'écoutent, mais que la salariée implose parce que des fois, même, c'est des raisons personnelles, problème d'organisation, il ne sait pas s'organiser, ou la charge de travail est mal répartie entre le travail et le travail domestique, le travail professionnel et le travail domestique qui est non rémunéré. Donc, il y a des fois ces problématiques-là, et il y a aussi la différence à prendre en compte où vraiment c'est l'employeur qui met en place des actions qui sont illégales ou vraiment mauvaises ou dangereuses pour le salarié et qui potentiellement sont condamnables. Comment est-ce qu'on arrive à faire la différence quand on est salarié, par exemple? Alors, il y a plusieurs choses. En réalité, donc le burn-out, c'est toujours lié au travail et en fait, à partir du moment où on va alerter son employeur qu'on n'en peut plus, que la charge de travail est trop lourde, s'il ne fait rien, ça deviendra condamnable. Donc en réalité, dans l'immense majorité des cas, à partir du moment où, sa santé est dégradée par le travail, que l'employeur ne fait rien pour y remédier, on va pouvoir agir, juridiquement. Agir juridiquement, ça ne veut pas dire immédiatement, faire la guerre. Ça peut être aussi, si on a besoin, d'un tiers pour dialoguer, utiliser un avocat pour dialoguer et pour trouver des solutions. Moi, je suis déjà, dans l'immense majorité des cas, moi, je négocie le départ de mes salariés parce que quand elles font appel à un avocat, généralement, il est trop tard. On repousse le moment où on va faire appel à un avocat, donc généralement, il y a un conflit derrière. On n'est plus simplement dans les prémices, de la souffrance au travail, on a eu un conflit ou voire on a été victime d'un harcèlement, d'une discrimination, voilà. Parce qu'il y a aussi des employeurs qui vont mal réagir au moment où on va leur dire: «J'en peux plus», ils vont se dire: «OK, bon, c'est pas grave, elle tiendra plus» et là, ils vont pousser la personne à la sortie. Faut pas se leurrer, ça peut être, très violent et c'est pas tous les et oui, il y a certainement plein d'employeurs compréhensifs qui mettent en place des solutions, mais moi je les vois pas. Moi quand je suis sollicité, généralement, c'est pas trop tard pour la personne, mais c'est souvent trop tard pour rester dans l'entreprise. Sur, 80 dossiers où je vais gérer la sortie de la personne, je pense qu'il y en a 2 ou 3 où la personne va retrouver un poste dans l'entreprise et va rester. Donc dans 77 sur 80, donc je sais pas ce que ça fait en pourcentage, mais on va dire dans 95 des cas, la personne va partir. Donc moi, je vais intervenir dans un contexte où justement, vos droits ne seront pas respectés. Donc les droits qui ne sont pas respectés, ça va tout d'abord être une charge de travail qui va être démesurée. Ça suffit déjà, pour avoir une violation de ses droits et ça peut même constituer un harcèlement moral. Le micromanagement, on parle de communication un peu, on parlait tout à l'heure de communication non violente, mais justement, on peut avoir une communication aussi violente.
quand c'est répété et que ça dégrade la santé, ça devient un harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est une répétition d'actes qui ont pour effet de dégrader la santé de la personne. Et ce qui compte, donc il n'y a pas d'exemple typique, c'est vraiment en fonction de la personne. Et c'est une responsabilité de l'entreprise de préserver la santé de ses salariés. Donc en réalité, à partir du moment où la santé de la personne se dégrade, qu'elle alerte et qu'il ne se passe rien, voire que ça empire ou qu'on la pousse vers la sortie, on a forcément des griefs et des fautes en termes de droit du travail et donc des possibilités d'action. Ok, moi du coup, je te remercie pour ta réponse. Je pense que c'est quand même assez clair. La question que je me posais, parce que moi, je m'appelle Vanessa Monet, Monet quand même, argent et mindset. Donc, on a beaucoup parlé de mindset, état d'esprit, souffrance au travail, psychologique et tout ça. Mais sur l'aspect financier, du coup, quand un salarié est en situation de burn-out, est-ce que tu as une idée des chiffres, des montants que l'on peut demander à son employeur? Qu'est-ce que l'employeur risque sur le plan financier et monétaire à ne pas se préoccuper de la santé mentale de son salarié? Alors là, c'est vraiment très, très variable. C'est-à-dire que ça peut, dans tous les cas, ça coûte aux employeurs de ne pas s'occuper de la santé des salariés. Ça, c'est évident. Ça leur coûte en termes de turnover, ça leur coûte ne serait-ce qu'en termes d'efficacité du salarié. Donc, tous les employeurs devraient prendre soin de la santé et de la santé malade de leurs salariés, de la santé mentale de leurs salariés. Maintenant, si on parle en termes monétaires, de rétribution, donc déjà, il y a plusieurs choses. Quand une personne elle est en burn-out, souvent elle est conduite à s'arrêter. Et quand elle va s'arrêter, il va y avoir la question, moi c'est la première question que je pose à la personne, c'est comment vous allez vivre pendant cette période. Et donc là, on va regarder si l'entreprise a souscrit des contrats de prévoyance qui vont permettre de maintenir un salaire, si la personne dans ses crédits, par exemple immobilier, elle a des clauses qui permettent de une assurance qui rendrait le relais, par exemple, de ses crédits immobiliers pendant un arrêt de travail ou un arrêt de travail pour maladie professionnelle. J'aide les salariés à faire des dossiers de maladie professionnelle pour avoir une meilleure indemnisation au niveau de la Sécu, voire une rente ensuite si jamais ils ont des séquelles. En termes de recours, en fait, soit on négocie le départ, soit il n'y a pas de négociation, et si la personne est trop abîmée, elle sort pour inaptitude, et là, on va au prud'homme. Pour ce qui est de la négociation, c'est vraiment très variable. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de montant. Il y a des entreprises qui ne veulent pas négocier, et dans ce cas-là, il faut aller au prud'homme, il faut aller très fort. Il y a beaucoup d'entreprises qui finissent par négocier, et là, on arrive à négocier beaucoup de choses différentes. On peut négocier du financier, et là, globalement, le financier, ça sera négocié en fonction des risques de l'entreprise devant les prud'hommes. Donc, ce risque va dépendre de ce qu'a vécu le salarié, des preuves qu'il en a, parce que tout le travail d'un avocat, c'est pour ça que souvent, moi, je suis désolé quand on vient de me voir un peu trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais en tout cas, quand on est déjà en arrêt de travail depuis longtemps, on peut toujours faire quelque chose. Mais l'idéal, c'est de venir voir un avocat le plus tôt possible et en fait, récolter le maximum de preuves, parce que ce que vous allez pouvoir négocier dans un départ pour la partie financière, ça va dépendre de ce que vous avez vécu et de la preuve que vous en avez de ce que vous avez vécu, de l'impact sur votre santé, de votre ancienneté au sein de votre entreprise, de votre salaire et de la proportion de l'employeur ou non à négocier globalement. Et ensuite, on va pouvoir aussi négocier de l'extra-financier, donc soit des formations pour se reconvertir, soit des prestations d'autres placements, la prise en charge de frais médicaux ou paramédicaux, je pense par exemple psychologue, coaching, enfin il y a plein de choses qui peuvent aussi se négocier qui sont non financières. Donc c'est très variable. Pour donner un exemple récent, mais encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Là, je viens de conclure une négociation pour une salariée qui avait 6 ans d'expérience, qui gagnait 4 000 € par mois, qui travaillait 26 heures, 60 heures par semaine, je pensais par rapport aux 35 heures, 60 heures par semaine avec un forfait jour, qui est un dispositif pour les cadres qui était mal ficelé, qui s'est plaint à de nombreuses reprises qu'elle n'en pouvait plus, et ça c'est souvent un gros facteur de burn-out. Elle était dans une équipe qui a été décimée par le burn-out, et souvent il y a comme ça des burn-out en cascade, et où l'entreprise n'arrive pas à recruter, et ils sont 2 pour assurer des postes qui étaient réalisés par 5 ou 6 personnes auparavant. Donc cette personne, elle a écrit plein de fois pour dire qu'elle n'en pouvait plus, elle a envoyé plein de mails d'alerte,
Et donc, je suis intervenu pour négocier son départ parce qu'elle n'en pouvait plus après qu'elle soit mise en arrêt maladie et qu'on ait fait des démarches maladie professionnelle. Et là, on a pu négocier un package de départ à 50 000 euros. Mais encore une fois, c'est vraiment un cas particulier avec une entreprise particulière qui avait aussi compris que c'était de sa responsabilité, qui savait qu'elle avait un gros risque derrière, et on avait fait tout un travail, et j'avais eu cette personne en amont, et donc on avait pu récolter le maximum d'éléments de preuve, et je l'avais même poussé à s'arrêter, parce qu'en fait, elle en pouvait plus, mais c'était quelqu'un qui, jusqu'au bout, et c'était quelqu'un justement dans les ressources humaines, elle voulait rester parce que elle s'occupait par ailleurs d'une réorganisation de l'entreprise, et donc elle voulait pas abandonner les salariés qu'elle gérait, tout en prévenant son employeur qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait besoin de renfort, et ça a impacté considérablement sa santé, sa vie familiale. Voilà ce qu'on a obtenu, mais encore une fois, c'est très variable. Et d'ailleurs, moi, dans mes accompagnements, je dis toujours qu'on peut fixer un objectif, mais que le plus important, c'est que c'est trouver une solution pour que la personne aille mieux et retrouve une voie la plus favorable possible. Et effectivement, l'argent va l'aider à se reconstruire parce que ça coûte cher de pouvoir se permettre déjà d'arrêter de travailler pendant quelques temps. Ça coûte cher aussi de se payer des coachings, de se reconvertir, de se former. Donc effectivement, l'indemnisation, c'est important, mais c'est pas tout. Et c'est pour ça que moi, je fais des accompagnements globaux pour trouver la meilleure solution pour la personne et aussi la meilleure position possible. Puisqu'il faut bien comprendre que si on ne trouve pas un accord avec l'entreprise, derrière, on déclenche un conflit prud'homal et donc ça va prendre plusieurs années. Ça va coûter beaucoup d'argent. Et moi, c'est pas du tout mon approche. Mon approche, c'est de favoriser la négociation, mais la négociation, il faut être deux aussi pour la mener. Et donc, voilà, on peut pas avoir une certitude d'un montant financier ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est je serai toujours là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver la meilleure solution à chaque fois et la meilleure solution de rechange si jamais les choses se déroulent pas comme on a prévu. Maintenant, dire vous pouvez avoir 30 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros quand vous êtes en burn-out, ben non, en fait, ça dépend vraiment de tous les facteurs que j'ai énoncés. Et souvent, je préfère que la personne ait une indemnisation moindre, mais que je sois intervenu très vite et qu'elle soit sortie très vite et qu'elle ait retrouvé un boulot, que s'enfermer dans un conflit pendant 3 ans et mettre en l'air sa carrière. Mais écoute, je te remercie vraiment pour ta réponse parce que moi, c'est quelque chose ça m'a parlé ce que tu as dit parce que je l'ai aussi dans mes auditrices ou même dans mes abonnés, surtout sur Insta. Il y en a beaucoup qui me contactent pour me poser des questions professionnelles et des fois, les questions qu'elles me posent, je me dis, mais d'où ça sort en fait? C'est-à-dire qu'elles me posent des questions sur leur carrière, elles me demandent mon avis et j'ai remarqué que dans beaucoup de ces questions, elles se mettent pas du tout en priorité. Il y en a une, par exemple, qui était enceinte et qui n'osait pas annoncer à son employeur qu'elle était enceinte parce qu'elle avait peur de laisser sa collègue faire le travail. J'ai dit, non, mais attends, faut remettre les choses en place. Tu es enceinte, tu es en CDI. C'est à l'employeur de se débrouiller pour trouver quelqu'un pour te remplacer, mais tu vas pas continuer à travailler enceinte pour pas abandonner ta collègue et potentiellement tomber malade, potentiellement perdre ton bébé alors que c'était un projet. Enfin, tu vois. Et c'est vraiment ce truc féminin que moi je retrouve beaucoup dans ma communauté que je trouve, tu dis, la nana elle est en souffrance, elle est presque en burn-out, elle fait des alertes, mais elle veut pas lâcher le truc parce qu'elle veut pas abandonner ses salariés et puis finalement, elle se met encore plus en danger. Oui, et moi j'essaye de leur dire, d'être un peu choc sur ça, de leur dire, vous savez, j'ai des clientes qui mettent 3 ans à s'en remettre et qui sont ensuite incapables. Est-ce que vous voulez vraiment arriver à ce stade-là? Et c'est pour ça que je leur dis souvent, si vous devez choisir entre privilégier votre dossier juridique ou votre condition médicale, mais favorisez votre condition médicale. Ça n'a vraiment pas de prix. Et au-delà de ça, le problème, c'est que souvent, ces personnes oublient que leur entreprise, c'est pas elles, et que, en fait, une fois qu'elles seront cassées, elles vont juste être remplacées. L'entreprise va bien s'emporter, que c'est elles qui vont emporter les séquelles. Et surtout, souvent, ce qui aide à débloquer la situation, malheureusement, c'est quand on va faire les premières actions, les premières demandes, et qu'elles vont se rendre compte que l'entreprise peut être très ingrate, et c'est là qu'elles vont se rendre compte qu'en fait, il faut qu'elles se fassent passer avant. Et souvent, ce qui m'a étonné dans ma pratique, c'est que on a des personnes qui sont en grande souffrance depuis des mois, qui font des alertes, qui restent, qui travaillent de plus en plus,
Et en fait, ce qui va mettre le feu aux poudres et ce qui vont faire qu'elles vont faire appel à un avocat et qu'elles vont se mettre en arrêt maladie, c'est un refus d'augmentation. Et souvent, ils pensent tout le temps, voilà, au refus d'augmentation, alors qu'en fait, dans tous les cas, la personne courait à leur perte. Mais c'est à ce moment-là, elle va dire: «Ah oui, en fait, l'entreprise, elle ne valorise même pas mon travail». Et c'est là, en fait, qu'il va y avoir un déclencheur. Et le déclencheur, ça va être ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est souvent la valorisation du travail. Et ça va être un refus d'augmentation ou le fait de plus être écouté, de pas être invité à un meeting. Enfin, ça va être un petit déclencheur, quelque chose qui paraît très, dans le regard extérieur, insignifiant, mais qui pour la personne prend une proportion très, très, très importante et qui va faire que elle va se dire: «Ah non, en fait, il faut aussi que je m'écoute moi». Parce que souvent, sinon, la personne va aller jusqu'à être complètement noyée. Et oui, et s'oublier complètement. Il y a des personnes qui peuvent s'oublier complètement pour leur travail, alors qu'un travail, ça reste un travail. Ça a toujours été ma philosophie de vie, c'est qu'un travail reste un travail, surtout quand vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Enfin, concrètement, votre entreprise, se remettra. Vous, pas forcément, ou en tout cas après plusieurs années. Donc vous et votre famille. Donc voilà, ne vous oubliez pas. C'est vraiment, si j'ai un seul conseil, c'est pas du tout juridique, mais c'est: faites-vous passer en première. Bah, après, franchement, moi, je trouve que ton conseil, il est très pertinent. Enfin, je travaille, moi, sur les problématiques financières et je passe mon temps à dire que on parle d'argent, mais c'est pas l'argent, c'est d'abord les humains. C'est les humains qui créent de la richesse, qui se transforment après en matière pécuniaire sur leur compte en banque, mais il faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière. Et moi, ça me parle beaucoup parce que même en tant qu'influenceuse, je produis beaucoup. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même que je me réserve certaines périodes de temps où je me repose parce que même si tu crées du contenu, un, c'est un travail, deux, en fonction de ce que tu vends, moi pour l'instant je vends rien, mais ça veut dire qu'il faut pas que je m'oublie au plaisir de ma communauté et que je puisse me mettre en valeur ou en avant, ou encore que le contenu que je crée puisse me servir. Donc non, non, c'est vraiment très très riche tes conseils et complètement adaptés, même si c'est pas toujours directement juridique. L'autre question que j'avais aussi, c'était on parle pas assez du burn-out des entrepreneurs. Moi, par exemple, je suis freelance, je travaille chez un client avec presque une apparence de salarié, mais je ne suis pas salarié, donc le risque, c'est moi qui le prends. Et potentiellement, les employeurs, donc les ESN, moi, je n'ai pas d'ESN, en fait, j'ai mon URL, mais euh, je travaille avec des commerciaux et j'ai des collègues directs qui travaillent avec des ESN et le rythme, il n'est pas spécialement différent. Est-ce que tu as déjà eu à travailler avec des entrepreneurs qui te contactaient parce qu'ils étaient en burn-out? Est-ce que sur le plan juridique, il y a des solutions, des propositions et sur le plan social, est-ce qu'il y a des choses pour aider les entrepreneurs en burn-out? Alors, moi, je ne travaille pas avec les entrepreneurs. Je travaille qu'avec les salariés, de la même façon que je ne travaille pas avec les fonctionnaires. Non pas que je n'aime pas ces corps de métier, mais juste, je n'en ai pas les compétences. Donc oui, je suis contacté, souvent je renvoie. Maintenant, pour les entrepreneurs, je dirais 2 choses. Tu as parlé justement de situations très proches du salariat. Il faut savoir que dans certaines circonstances, si on est vraiment traité comme un salarié, en réalité, on peut réclamer l'application du droit du travail, parce qu'on n'est pas un vrai, on n'est pas un vrai indépendant. Et dans ce cas-là, là, je peux intervenir. euh, et si on doit aller plus loin, on peut demander la requalification du contrat en contrat de travail et donc appliquer le droit du travail. Et voilà, donc, et demander une indemnisation à ce titre. D'un point de vue sécurité sociale, il est tout à fait possible pour un entrepreneur qui serait en burn-out, de se mettre en maladie et de faire un dossier maladie professionnelle. S'il a une prévoyance, la prévoyance peut l'aider aussi à vivre. Le gros problème pour un entrepreneur, c'est que pendant cette période où il est en arrêt maladie, il n'est pas censé travailler. Donc si demain, concrètement, tu es en burn-out, tu pourrais faire un dossier maladie professionnelle, tu pourrais alors j'imagine, hein, je sais pas exactement tout, je fais des propositions comme ça, mais comme je suis pas expert du domaine et que je n'accompagne pas d'entrepreneurs, je peux, voilà, je mets encore des guillemets. C'est mon métier, on est assez prudent. Mais bon, tu peux aussi réclamer à ta prévoyance une indemnisation. Enfin, il y a des dispositifs qui te permettraient de subvenir à tes besoins ou une partie de tes besoins. Mais tu n'aurais pas le droit de travailler. Donc ça veut dire concrètement, plus de newsletter, tu fais plus de posts pour ta communauté, tu fais plus rien. Donc dans tous les cas, ton entreprise, elle va péricliter. Et ça, je vois pas trop ce que tu peux y faire.
Maintenant, si j'avais un entrepreneur, de toute façon, je le renverrais vers un avocat en droit commercial qui pourrait l'aider. Maintenant, quand on est entrepreneur, et moi, c'est ce que je me dis souvent, hein, parce que ça m'arrive aussi de me mettre en danger. Et il faut se rappeler justement, quand on est entrepreneur, on a un devoir accru de vigilance sur sa santé, puisque globalement, on a beaucoup moins d'aide. Un entrepreneur, il n'a pas le droit au chômage. Euh, il peut être en arrêt maladie, il peut être couvert, ça c'est bien, mais il ne doit pas travailler. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment en catastrophe qu'on s'arrête en entrepreneur. Mais en ultime catastrophe. Donc, et derrière, les conséquences seront plus lourdes qu'un salarié. Parce qu'il y a des salariés dans certaines boîtes qui vont avoir un maintien de salaire selon la prévoyance à 100%, et à l'issue, ils vont retrouver leur poste. Toi, si demain tu t'arrêtes, tu pourras certainement retravailler dans 6 mois ou un an. Il y a plein de créateurs de contenu ou d'entrepreneurs qui sont en burn-out et qui s'en sortent. Je ne dis pas que ça sera la fin de ton entreprise, mais dans tous les cas, il y aura un coût. Et un coût beaucoup plus grand que si tu étais salarié. Puisque ta communauté, personne ne va l'entretenir à ta place. Et tu n'as pas le droit, normalement, de l'entretenir pendant que tu es indemnisé. Donc, il faudra que tu choisisses entre l'indemnisation de la sécurité sociale et ton activité. Alors après, sur certaines conditions, tu peux, voilà, je globalise, hein, tu peux te faire autoriser à mener certaines activités, etc. Mais globalement, normalement, le principe, c'est que tu ne dois pas travailler. Donc, et pareil quand tu es en maternité. Donc, en congé maternité. Donc voilà, la problématique pour les entrepreneurs en burn-out, même si c'est pas du tout ma spécialité, le problème, il est d'autant plus important. Et c'est pour ça que si vous êtes entrepreneur, je vous conseille à faire encore plus gaffe à votre santé, puisque votre santé, c'est aussi une condition de réussite de votre entreprise. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les grandes entreprises, il y a des assurances pour les personnes clés de l'entreprise. Si elles vont disparaître, qui indemnisent cette perte. Et globalement, si vous avez un grave souci de santé et que vous êtes entrepreneur, votre entreprise va péricliter. Donc, vous devez faire attention à tous les composantes de votre santé, et notamment votre santé mentale. Écoute, je te remercie. Franchement, c'est un cadeau. C'est vrai que pour ma part, il n'y a jamais eu de confusion. C'est-à-dire que j'ai jamais été assimilée salariée. Tu vois, je me suis jamais sentie comme traitée comme un salarié. C'était vraiment en termes de positionnement, un positionnement freelance. Mais c'est vrai que c'est assez connu que dans les ESN ou même au niveau des freelances, des fois, on ne sait pas, même si ça se ressemble et même si vous êtes ensemble. C'est vrai que c'est hyper important ce que tu as dit parce que en effet, ça arrive, ça existe, même si moi, je ne l'ai pas spécialement vécu. Ça arrive que des fois, les freelances soient traités comme les salariés exactement et qu'on puisse plus vraiment faire la différence et que là, en fait, j'avais pas bien compris, mais je savais pas d'ailleurs même, et tu l'as bien souligné, il peut y avoir des requalifications, même si, bon, pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Après, merci encore pour le warning parce que pour le coup, moi, ça me parle beaucoup en tant qu'influenceuse. Des fois, on est à la limite, on travaille beaucoup, on a envie d'en donner plus et tout. Et en fait, c'est de se rappeler que non, en fait, ta boîte, c'est toi. Et s'il n'y a plus toi, il n'y a plus de boîte. Et par contre, je ne savais même pas qu'il y avait possibilité de monter des dossiers pour pouvoir être indemnisé. Et dans tous les cas, ça reste pas intéressant pour un entrepreneur d'être indemnisé sans rien faire en fait. C'est vraiment le pire des cas et c'est de te dire que en plus nous on est visible. Enfin, tu peux pas avoir l'argent social et puis continuer à poster sur Instagram et croire que ça va pas se voir. C'est Ah visible. non, ah non, 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 c'est évident. Et puis, faut pas croire que les organismes de sécurité sociale, ils pensent pas à vérifier vos réseaux professionnels, hein. C'est le meilleur moyen, justement, qu'il y ait un contrôle derrière. Même si vous n'avez pas une activité, même si vous n'êtes pas intrapreneur et que vous avez, infopreneur et que vous n'avez pas création de contenu en ligne, dans tous les cas, hein, même en général, hein, quand vous avez des litiges au travail ou quoi que ce soit, faites gaffe à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux, hein. Parce que je veux dire, tout le monde a le réflexe d'aller vérifier les réseaux sociaux, hein. Moi, en tant qu'avocat, je vais vérifier les réseaux sociaux. Les avocats employeurs, je l'ai été, ils vont vérifier les réseaux sociaux. Votre DRH, il va vérifier vos réseaux sociaux. Les impôts, ils vont vérifier les réseaux sociaux. Enfin, tout le monde le fait. C'est une source d'information très importante.
Non, mais c'est un bon rappel, en tout cas pour les abonnés qui démarrent dans la vie du travail. C'est important ce qu'on communique sur les réseaux sociaux. Et moi, la dernière question que j'avais, c'était, tu parlais donc d'accumuler des preuves si jamais si jamais on a un litige avec son employeur. Comment est-ce qu'on fait pour accumuler les preuves? Alors, ça dépend ce qu'on veut prouver. Si on veut prouver son temps de travail, par exemple, on peut récupérer ses mails, hein. Si on a des mails envoyés tard le matin, tard le soir, des consignes, euh, le week-end, du travail à faire ce week-end, on peut récupérer par exemple ses mails. Pour les plus technophiles d'entre nous, on peut récupérer ses logs de connexion à son ordinateur professionnel qui montrent, par exemple, quand est-ce qu'on va se connecter le matin et quand est-ce qu'on va se déconnecter le soir. C'est quelque chose que je peux expliquer à mes clientes, que j'ai un côté très technologie. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça dans mon fonctionnement avec mes clientes. Euh, on peut, on peut aussi subtilement, par certains mails, déjà faire des mails d'alerte, c'est-à-dire qu'on souffre, essayer de le faire subtilement, hein, pour pas ça se voit qu'on est en train de monter dans un dossier, et pour pas cristalliser une tension, mais en tout cas pour garder une preuve de ces alertes, de cette souffrance. Euh, on peut aussi, oui, on peut chercher tous les éléments où on s'est plaint avec des collègues, des conversations internes, la messagerie interne, même des SMS, une conversation WhatsApp avec ses collègues où on fait état de sa souffrance. Enfin, tous ces éléments, il faut les mettre de côté s'il y a un litige. Et, et puis dès qu'on sent qu'on va devoir partir et que ça se passe mal, moi je conseille, si on peut se le permettre aussi, parce que ça a un coût, c'est vrai, de se faire accompagner, donc soit euh, par des représentants syndicaux, mais c'est pas des professionnels du droit, mais c'est mieux que rien si on n'a pas forcément les moyens de faire appel à un avocat, ou un avocat, pour vérifier ces éléments de preuve, suggérer par exemple quelques petits mails, quelques derniers messages ou quelques éléments à récupérer, et ensuite négocier son départ si c'est ce qu'on veut, ou faire une alerte, ou formaliser une alerte harcèlement si on veut se plaindre d'un harcèlement. Mais en tout cas, il faut d'abord récolter ces preuves de façon discrète, plus discrète possible, formaliser un petit peu ses griefs par écrit, mais sans rentrer dans le conflit, et ensuite en parler, voir si on peut résoudre la situation de manière non conflictuelle. Et puis, si c'est pas le cas, au moins on aura une trace, parce que sinon, souvent, les personnes vont se plaindre vivement à l'oral, mais n'auront gardé aucun élément de preuve à l'écrit. Et en d'autres termes, elles auront aucun élément de preuve de la situation. Et si il y a eu une altercation verbale avec le manager et que le manager comprend que la situation est irrémédiable, le risque c'est d'être licencié pour un faux prétexte, ou d'être mis sur la touche, ou que la personne soit ultra vigilante sur les éléments de preuve qu'elle va laisser. Donc voilà, moi je conseille d'évaluer la situation dans un premier temps, de voir si on va pouvoir résoudre la situation ou pas, si on peut la résoudre par le dialogue doucement, très bien. Si on voit qu'il faut se fâcher, récolter un maximum des éléments de preuve, se fâcher graduellement, laisser le maximum de traces écrites. Et puis, si on n'arrive pas à trouver une solution, moi je conseille de partir d'entreprise. On commence à chercher un nouvel emploi et éventuellement contacter un avocat pour aider à négocier le départ de l'entreprise. Mais encore une fois, il y a 1 million de parcours, ça dépend vraiment des personnes et de la situation. Je peux donner que des conseils généraux, mais quand je vais faire une consultation avec un client ou une cliente surtout, je vais essayer de comprendre vraiment sa situation, ses intérêts, ce dont elle a besoin, et ensuite on va définir un plan d'action. Et le plan d'action, ça va vraiment dépendre de ce que la personne veut. Si la personne veut rester dans l'entreprise, on ne va pas faire la même chose que si la personne veut quitter son entreprise. Par exemple, si on est harcelé et qu'on veut rester dans l'entreprise, dénoncer son supérieur, formellement, ça va être quand même compliqué ensuite de rester. Donc, il faut vraiment adapter même sa façon de recueillir les preuves à sa volonté ou non de rester en entreprise. Et si on veut absolument rester, il faut être le plus discret possible dans la façon de récolter ses preuves, alors que si on sait qu'on va vouloir négocier son départ rapidement, on va plutôt être dans l'efficacité, quitte à formaliser de manière un peu plus grossière les choses et en disant voilà ce que tu m'as dit aujourd'hui,
cela m'a causé une grande détresse, etc. Mais ça, c'est le genre de choses qu'on fait quand on est proche de la fin, par exemple. Et donc, moi, je conseille quand même quand vous êtes dans cette situation de récolte des preuves, de réflexion et de stratégie, si vous ne faites pas appel à un avocat, au moins essayez d'en parler à un tiers, à un proche qui a un peu une hauteur de vue et qui va pas être dans le jus comme vous, et qui va peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair, et surtout de comprendre votre objectif derrière. Parce que souvent, on fait des choses qui sont contre-intuitives. On va complètement braquer son manager alors qu'on veut rester. Par exemple, ça, c'est pas du tout quelque chose à faire. Donc, il faut faire attention. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très difficile, en fait, de donner une liste complète de ce qu'il faut faire. En tout cas, quand on parle de pure récolte d'éléments de preuve, on parle de récolte d'emails, récolte écrire des emails aussi pour faire état de la situation, se plaindre en interne, éventuellement consulter pour s'aider des médecins, aller voir la médecine du travail, qui pourra potentiellement ensuite vous faire un certificat de ce que vous lui avez raconté. Pareil pour les médecins aussi, les voir en amont. Il y a des salariés qui vont enregistrer leur manager. Ça, c'est un truc que je pourrais jamais vraiment conseiller, puisqu'en soi, c'est illégal. Maintenant, dans certaines situations, par exemple, où des personnes vont être victimes d'actes très graves, là, il faut que vraiment, ça soit des actes qui ont une qualification pénale, mais je pense par exemple des personnes victimes d'injures raciales. Là, ça peut être pertinent, mais encore une fois, c'est un outil très dangereux qui peut vous conduire en garde à vue, hein, d'enregistrer quelqu'un sans son consentement. Mais des fois, c'est la seule arme, hein. Si par exemple, vous avez des injures au bureau, c'est souvent la seule chose qui permet de les prouver. Donc en fait, mais là, vraiment aller voir un avocat avant de faire ce genre de choses, et surtout avant d'utiliser ce genre de choses. Et voilà, il y a tout un panel de preuves, mais en fait, il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, quelle est ma situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on me fait de mal, comment je pourrais le prouver demain si je devais aller dans un tribunal, même si c'est pas du tout mon objectif. Et arbitrer aussi, est-ce que ma récolte des preuves, ma façon de récolter cette preuve va se voir ou pas, et arbitrer en fonction de la situation si il faut privilégier la récolte de preuves ou au contraire privilégier l'apaisement au sein de l'entreprise. En tout cas, ce que je déconseille, c'est de vraiment de déverser toute sa haine contre son manager alors qu'on n'a pas récolté de preuves en amont, de faire état de son mécontentement à l'oral et de dire qu'on veut partir de l'entreprise alors qu'on n'a rien mis de côté. Ça, là, il n'y a rien de pire parce que généralement, l'entreprise, derrière, ils vont préparer votre sortie et vous ne pourrez plus rien faire. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, mais en fait, c'est une question qui est venue comme ça, franchement, par curiosité. Donc, il n'y avait pas de réponse type, tu vois. C'était vraiment parce que je me suis dit, ah, OK, il faut récolter des preuves. Ah bon, quel type de preuves? Et même, tu vois, tu as soulevé des choses qui me touchent parce que pour le coup, ça ne me concerne pas. Mais je me dis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Les injures raciales, moi, j'en ai jamais eu, tu vois. Pourtant, je suis une femme noire. Et je me dis, c'est vrai que ben, y en a qui peuvent en avoir. Et de se dire que oui, ça peut paraître logique de se dire qu'OK, je vais l'enregistrer, alors qu'en fait, non, tu peux te retrouver en garde à vue. Je pense que c'est hyper important Oui, ce que tu nous as donné parce qu'il y a il y a beaucoup de choses, je pense, naturellement qui sont vraiment contre-intuitives et que les gens peuvent faire sous le coup de l'émotion alors qu'en fait elles sont en train de se tirer une balle dans le pied. Et c'est de se dire aussi que enfin moi je suis freelance et j'ai toujours aimé les clients chez lesquels j'ai travaillé, ça s'est toujours bien passé, ça fait un peu bisounours comme ça, mais ça existe aussi. Et du coup quand toi tu parles, c'est vrai que ça rappelle une réalité à laquelle beaucoup ne sont pas confrontés, mais comme la carrière professionnelle peut être longue, ça peut être intéressant de savoir que ça peut arriver et d'avoir les bons réflexes ou même le bon positionnement pour pas que ça escalade. Je me dis, si tu braques ton manager alors que potentiellement il a juste été maladroit, ça peut escalader, alors que si tu es sensible à certaines informations ou autres, tu peux désamorcer la bombe. Je sais pas ce que tu en penses. je suis d'accord avec toi. Bon, déjà, je précise quand même, hein, pour l'enregistrement, de plus en plus de salariés enregistrent. Vous-même, dans votre vie, il faut considérer que vous êtes enregistré. Ça, c'est clair. Oui, de plus en plus de salariés enregistrent leur manager quand ça se passe mal. C'est pas un secret. Enfin, je veux dire, la plupart de mes clientes, quand elles viennent à la première consultation, elles ont des enregistrements. Donc déjà, vous n'allez pas finir forcément en garde à vue parce que vous avez enregistré quelqu'un au travail. Je vous dis juste que mon travail d'avocat, je suis obligé de vous dire que c'est illicite. Maintenant, il faut savoir raison garder. Et justement, un avocat vous aidera à savoir s'il faut l'utiliser ou non. Alors déjà, un conseil, n'en faites jamais état. Et ensuite,
vous pourrez l'utiliser si vous avez la preuve de faits très graves, et notamment injure raciale. Moi, je l'utiliserai. Si demain un salarié me rapportait cette preuve, je l'utiliserai, mais j'irai porter plainte avec. Et j'expliquerai à la personne les risques qu'elle a aussi de dévoiler elle-même qu'elle a réalisé une infraction. Parce que ça reste une infraction d'enregistrer quelqu'un à son insu. Maintenant, il y a deux choses à savoir, c'est que voilà, faut pas non plus paniquer si vous l'avez déjà fait, vous n'allez pas finir en prison normalement pour ça immédiatement. Il faut juste réfléchir, est-ce que c'est pertinent de le faire, et être conscient qu'il y a un risque, et ensuite, avant de l'utiliser, en parler à un professionnel. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose d'important. Ensuite, pour ce qui est de l'escalade, du conflit, oui, il faut toujours réfléchir en ces termes. Et il y a toujours une balance à faire. C'est-à-dire que les personnes qui vont dénoncer un harcèlement moral, par exemple, ça va les protéger juridiquement. On ne peut pas licencier quelqu'un comme ça, on peut licencier facilement quelqu'un qui a dénoncé un harcèlement moral. Maintenant, si vous accusez votre manager de harcèlement moral, il ne faut pas espérer derrière qu'il y aura une réconciliation. Donc, il faut arbitrer, par exemple, entre cette protection juridique et est-ce que vous voulez ou non rétablir la relation. Et parfois, non. En fait, parfois, la personne est juste toxique. Vous n'avez aucun intérêt à vouloir rétablir la situation. Et il y a deux solutions. Soit vous partez de l'entreprise, soit le manager y part. Et vous avez tout intérêt à formaliser une alerte de harcèlement. Voilà. Encore une fois, il faut réfléchir à l'objectif et à la situation. Parce que le harcèlement, il peut vite arriver. Mais quand on dit à quelqu'un « tu me harcèles », c'est quelque chose de fort. Derrière, la réconciliation est très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Et donc souvent, il y a une des deux personnes qui va partir. Il faut juste en être conscient. Donc c'est ce dont je voulais parler. Et effectivement, il faut éviter l'escalade. Après, il y a des moments où on ne peut pas non plus se laisser faire. Et où le conflit va être nécessaire. Mais dans ce cas-là, il faut, prêt à être en assumer les conséquences, avoir un plan d'action, et éviter de rester très longtemps dans le conflit. Si vous savez que ça va être le conflit avec votre manager et qu'il ne faut pas partir, il faut préparer votre départ. Concrètement, il faut commencer à regarder le marché. Parce que pour vous, rester en conflit en espérant faire sauter son manager, entre guillemets, et qu'il parte, vous allez vous abîmer plus qu'autre chose. Il y a plein de jobs. Franchement, cherche ailleurs. Voilà, cherchez ailleurs, préparez votre départ, négociez votre départ, mais ne vous rendez pas malade. Si vous voyez que... j'ai des salariés qui sont venus me voir, ils me disent le directeur général ou la directrice générale me harcèle. Le directeur général qui a des parts. On peut faire quelque chose, hein. On peut le dénoncer, etc. Mais il ne va jamais partir de sa propre entreprise. Donc dans tous les cas, il va falloir que vous partiez. Maintenant, je n'ai pas dit que vous allez devoir partir sans rien ou qu'il faut vous laisser faire. On peut se battre. Et c'est le principe, et c'est l'intérêt, d'ailleurs, c'est mon rôle, de vous aider à vous battre. Je vous dis, c'est juste qu'il faut entendre, c'est que si vous voulez rester à tout prix dans cette entreprise, vous allez vraiment le payer cher. Et notamment au niveau de votre santé. Voilà. Après ça, c'est ma façon de penser. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui préfèrent rester pour se battre ad vitam aeternam. Moi, je vous dis, protégez votre santé. C'était pas du tout un conseil juridique, hein. C'est vraiment... j'ai vu suffisamment de personnes se détruire pour vous conseiller de vous préserver et de vous préserver des personnes toxiques. Et c'est pour ça que moi, je privilégie vraiment la négociation de départ sur le contentieux. Parce qu'au moins, la négociation de départ, ça veut dire qu'on se met hors de cette situation de danger. Écoute, je te remercie vraiment, Guillaume, pour avoir partagé toutes ces informations. Moi, je partage complètement ton avis dans le sens où il faut faire de la prévention d'abord. Il faut protéger sa santé mentale, essayer de communiquer avec son manager, employeur. Il y en a beaucoup qui sont parfois maladroits. Il y en a aussi qui peuvent être mauvais, mais il faut savoir identifier les choses et être agile, en fait, être flexible et pas, en fait, se faire du mal ou vouloir faire du mal, essayer de protéger ses intérêts tout en faisant attention à pas s'enliser dans un conflit sans fin. Tu nous as vraiment donné beaucoup de pistes de réflexion. Moi, vraiment, cet épisode, il m'a fait beaucoup réfléchir. Tu vois, moi, je parlais surtout Merci. de burn-out, argent, finance, et puis en fait, il y a plein
problématiques annexes, en fait, comme le harcèlement, comme la guerre en entreprise, comme le fait de recueillir des preuves, d'enregistrer. Moi, je ne savais pas que tout le monde enregistrait. Moi, je ne savais pas que j'étais potentiellement enregistrée, tu vois. Ah oui, part du principe part de principe dans la vie maintenant, et de toute façon, les médecins, même les avocats, tout le monde le sait. Enfin, faut partir du principe, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, parce qu'il faut partir du principe que tout ce qu'on dit est enregistré. Et c'est comme ça, avec les smartphones, c'est tellement facile d'enregistrer, il n'y a plus besoin d'avoir de micro-espion. Donc, partez du principe que vous êtes enregistré. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Si vous faites des choses graves, l'employeur peut aussi verser les enregistrements, hein. Donc, moi, c'est vrai que quand je pars du principe que je suis enregistré. Ok, Et ça, c'est le conseil c'est le conseil qu'on va garder. Partez du principe que vous êtes enregistré partout dans votre vie. Et puis, c'est déprimant, Mais- hein. Franchement, C'est déprimant comme conclusion. Vous êtes enregistré, faites gaffe à ce que vous dites. Vous avez plus de vie privée maintenant. Vous devez vous auto-censurer. Voilà. Non, Bonne moi, journée. jusque-là, mais c'est vrai que mais moi, ça m'a mis un petit coup là, en plus, je suis influenceuse, donc je me dis, après moi, mes activités, il n'y a rien de illicite, de négatif, c'est vraiment beaucoup de bienveillance et de positivité, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu naïf parfois. Oui, il faut partir du principe qu'on est enregistré, on est responsable de ce qu'on dit, il faut faire attention, et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je vais mettre tous les liens pour les auditrices qui aimeraient te contacter et travailler avec toi ou aller plus loin. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et merci beaucoup, Vanessa. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram, ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. À bientôt. Bisous.